cet épisode de Mythbuster consacré aux voitures, les hostilités vont commencer. Adam et Jamie sortent des sentiers battus Voilà le problème. et réinventent la roue. On vit vraiment comme dans un dessin animé. Ils vont mettre à l'épreuve le mythe des roues carrées, d'après lequel on peut rouler confortablement, à condition d'atteindre une certaine vitesse. Pendant ce temps, Carrie, Tori et Grant s'attaquent à un mythe du cinéma, les voitures siamoises de Crazy Night. On voit pas ça tous les jours. Est-ce que deux voitures, collées pare-choc contre pare-choc, C'est parti. peuvent rouler dans les rues d'une ville, La direction ne répond plus. prendre des virages Dire qu'on est payé pour faire ça. et même faire un 180 degrés? C'est le meilleur rendez-vous que j'ai jamais eu. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage et Jamie Heineman. Ça commence à devenir un peu chaud. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Carrie Byron Salut Grant. et Tori Bellecci. Vas-y. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Et qu'est-ce que tu fais? Je rêvasse. Et à quoi rêvasse un Heinemann? Aux roues carrées. Je me demandais ce que ça donnerait si on mettait des roues carrées sur un pick-up. Et j'imagine que le voyage serait ultra pénible. Ce serait vraiment pas confortable. Oui, sans doute au début, mais en prenant de la vitesse, ça doit devenir plus confortable, non? Tu te demandes quelle vitesse il faut atteindre avec des roues carrées pour que ce soit confortable. Oh ouais. C'est génial. On devrait essayer. Cette idée sort peut-être de la tête de Heinemann, mais on la retrouve aussi sur le site des fans de l'émission. D'après le mythe, à une certaine vitesse, la différence entre roue carrée et roue ronde disparaît. Mais est-ce vraiment vrai? Ou est-ce un cas de prise de tête au carré? Comment vois-tu tes roues carrées? Tout ce qu'on va utiliser pour ce test sera mis à rude épreuve. Les roues que nous allons concevoir devront supporter une grosse charge. Et il faudra utiliser un pick-up vraiment résistant. Il devra avoir 4 roues motrices et un moteur avec un couple élevé. Des roues mastoc et un pick-up super costaud. On devrait aussi ajouter un moyen objectif de mesurer la fluidité de la conduite et que l'on pourra comparer aux roues rondes pour voir si l'on s'en rapproche. Un instrument de bord. Exactement. D'accord. Voilà ce que j'essaie de voir. Si on prend une roue comme celle-ci et qu'on lui donne une forme plus carrée, à quelle vitesse doit-on rouler pour rester sur les coins comme ceci et finir par rouler avec un certain confort? Est-ce possible? Et à quelle vitesse cela se produit-il? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Le modèle à 4 côtés comporte des renforcements au centre et dans les coins, ce qui rend la roue beaucoup plus robuste, mais ce qui complexifie aussi les choses. Composé d'un grand nombre de pièces en acier, le modèle devra être découpé au laser et, grâce à la magie de la télévision, Nos pièces sont arrivées? Oui, elles sont là. Eh bien, cela prend très peu de temps. c'est magnifique. La vache, elles sont superbes. Assemblons une des roues. D'accord. Ces pièces vont là, et ça va là. J'ai passé des années à assembler des Legos sans mode d'emploi. Ces pièces découpées au laser sont absolument magnifiques. Elles s'assemblent parfaitement. Jamie et moi avons improvisé une chaîne de montage plutôt efficace. Ça ne se voit pas, mais il est aussi content que moi. C'est une vraie chaîne de montage. Les roues préfabriquées nécessitent des centaines de points de soudure. Pour que nos roues carrées ne dépassent pas 90 kg chacune, nous avons utilisé un acier de 3/16 de pouce. Ça ne paraît rien, mais la forme de la roue, les renforts et la distribution des forces devraient supporter ce poids. Mais avec un acier aussi fin, on ne peut pas souder grossièrement les pièces. Il faut faire ça avec soin, parce que si le métal devient trop chaud, il peut se déformer, et on veut éviter ça. C'est un peu laborieux, mais on espère que ça en vaudra la peine. Maintenant que nos Mythbusters se sont mis au travail, leur atelier ressemble au palais de la roue. Sympa. Tu prends un côté, on va la poser par terre. Ouais, c'est ce qui va nous aider à installer le pneu. J'espère.
Ça fait un beau bruit, pas vrai? Oui, absolument. C'est comme une cloche. C'est trop beau. Je reviens tout de suite. C'est une roue carrée. Ces deux mots ne devraient pas être associés. C'est bien vrai. Mais il reste encore du travail. Voilà le problème. Prochaine étape, assembler le pneu et la jante. Quand t'as commencé ce boulot, t'imaginais qu'un jour tu serais là en train de graisser une roue carrée pour y installer un énorme pneu? C'est le rêve de toute une vie. En théorie, les barres de guidage devraient faciliter l'installation du pneu. Vas-y, installe la fixation. Ouais, comme ça. Mais essayer de faire entrer une pièce carrée dans un trou rond est aussi difficile qu'il y paraît. Ça fait 2 siècles que ma famille fabrique des roues carrées. Mais personne n'en a jamais acheté. Je veux mes roues carrées! Même un boulet de démolition de 900 kilos C'est comme ça que faisaient les Égyptiens. L'ancêtre égyptien du chariot élévateur. ne permet pas de positionner le pneu sur le carré. Mais Jamie a une solution. On essaie de faire rentrer un carré dans un rond. J'avais conçu cette roue en acier de façon à ce qu'elle colle parfaitement avec le pneu que j'avais choisi. Le problème, c'est qu'une fois que le pneu est installé sur la roue carrée, il se peut qu'on ne réussisse plus à l'enlever. On va donc passer à une taille légèrement plus grande. J'espère que ça va marcher. On installe les pneus et on pourra y aller. Parfois, la solution la plus simple est aussi la plus évidente. Alors? C'est beaucoup mieux. Dites donc! J'ai pu l'installer à la main. Wow! Voilà une roue carrée. Ça me rend nerveux. Il ne leur reste plus qu'à assembler les 3 autres roues. Et maintenant, une balade de voitures siamoises. Voici un autre mythe créé par Hollywood. Vous pouvez le découvrir dans le film Crazy Night. 2 voitures entrent en collision et se retrouvent imbriquées l'une dans l'autre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les voitures continuent à rouler dans la ville. Je connais ce film. Les voitures restent coincées. Elles avancent, reculent, prennent des virages. C'est génial. Un peu de casque, quelques cascades. J'adore! Il s'agit d'un rendez-vous en amoureux un peu différent. D'après le film, 2 voitures se rentrent dedans et roulent accrochées l'une à l'autre dans les rues de la ville. Elles prennent des virages et réussissent même à faire un 180 degrés. Mais 2 voitures imbriquées l'une dans l'autre peuvent-elles continuer à rouler sans même parler de réussir ces cascades survoltées? Ok, nous allons voir si 2 voitures imbriquées l'une dans l'autre peuvent faire toutes ces manœuvres complètement dingues en roulant. Mais est-ce qu'on doit d'abord vérifier qu'elles peuvent s'imbriquer l'une dans l'autre? Non, on n'a pas à tester ça. J'ai parlé aux gars du centre d'essai de choc automobile et ils m'ont dit que ça pouvait arriver, que 2 voitures se retrouvent emboîtées l'une dans l'autre suite à une collision. C'est très rare, une chance sur 100 000. Mais c'est possible. Ce qui veut dire que ça peut prendre des jours à reproduire sans parler du fait que ça coûtera beaucoup d'argent. Nous allons donc imbriquer les 2 voitures nous-mêmes comme ils l'ont fait dans le film, c'est-à-dire nez à nez en faisant en sorte qu'elles ne se séparent pas. Cool, parce que ce mythe concerne vraiment les manœuvres et pas le fait que les voitures s'emboîtent. On doit concevoir un truc qui peut accélérer, freiner, prendre des virages, faire des vrilles à 180 degrés, mais en toute sécurité. Exactement. Maintenant, la question c'est, comment on va faire? Première étape, trouver 2 voitures qui ressemblent plus ou moins à celles du film. Voilà ce qu'on a trouvé. De ce côté, on a notre taxi, qui est une berline classique à propulsion. Et pour notre voiture de sport, puisqu'on ne peut pas se permettre d'acheter une voiture à 158 000 $ juste pour la bousiller, nous avons trouvé une voiture avec une technologie et une puissance équivalente à 4 roues motrices. La prochaine étape consiste à faire de ces voitures un parfait duo. Mais emboîter 2 voitures, pare-choc contre pare-choc, ne s'annonce pas chose facile. Ok, problème numéro 1, cette voiture a un châssis en aluminium. Impossible de souder. Ça craint. Cette histoire de soudure implique que les Mythbusters devront trouver une autre solution. Au début, on voulait essayer d'emboîter les pare-chocs des voitures. Mais le pare-choc n'est pas la partie la plus solide de la voiture. La partie la plus solide, c'est le châssis. C'est sur le châssis qu'on trouve l'habitacle. C'est la partie la plus rigide de la voiture, c'est pour ça que nous allons assembler les 2 châssis au lieu d'emboîter les pare-chocs. Assemblons ces voitures. C'est une solution à toute épreuve C'est pas léger. qui
qui garantira que les voitures restent bien nianées pendant les essais. Ces deux voitures pèsent chacune plus de 2 tonnes. Elles devront rester collées l'une à l'autre tout en roulant à plus de 60 km/h. Nous avons donc imaginé un cadre en acier qu'on soudera au taxi et qu'on boulonnera à la berline. Ultra simple. Tout cet acier suppose un gros travail de soudure. Sexy. Très sexy. Notre équipe s'inspire de Flashdance, tandis que les étincelles volent. Doucement, le cadre de Crazy Night s'assemble. Nous avons fini de construire le cadre qui va maintenir les deux voitures ensemble. Comme vous pouvez le voir, nous avons vu grand car il devra supporter une forte torsion de la part des deux voitures. Il doit donc être solide. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'attacher le cadre à la partie inférieure des deux voitures pour les assembler. C'est comme un énorme nœud papillon en acier. En raccourcissant le pot d'échappement sur une voiture, le bruit est plus cool. Les voitures sont très puissantes, mais avec le côté en aluminium boulonné et l'autre côté soudé, le cadre devrait contenir cette puissance. Quand Jamie était tout petit, la roue circulaire a été choisie pour favoriser une conduite sans heurts. Mais est-ce qu'une roue carrée roulant à une certaine vitesse pourrait offrir le même confort ? Après avoir fait une tête au carré à leur roue, les Mythbusters sont prêts à passer au test. On se tire. Et ils prennent la route avec un pick-up survitaminé en direction d'une piste de test bien connue. J'adore ce macadam. Belle journée pour une virée chaotante. Tout à fait d'accord. C'est parti. Ces roues vont peut-être réussir à nous offrir un certain confort, mais comment le savoir sans que ce soit trop subjectif? Il nous faut un système de mesure objectif qui nous dira si notre voyage est sans heurts. C'est là que Jason et Scott entrent en jeu. Ils travaillent pour une société de génie logiciel et d'ingénierie informatique qui mesure les vibrations de toutes sortes de choses, qu'il s'agisse de voitures ou d'avions ou de machines à laver. Ce sont eux qui vont évaluer notre expérience. Jason et Scott installent des capteurs sensibles sur les 3 zones clés Vous pouvez y aller. pour mesurer les vibrations au niveau des suspensions, de la colonne de direction et bien sûr dans l'habitacle. La piste est prête. Ça fait festif. On commence avec les roues rondes. 3, 2, 1, partez. C'est parti. La conduite est sympa, dis donc. C'est normal. Ouais, 90 km/h 90, et 100 km/h. 100 km/h. C'est toujours aussi confortable. Je pense qu'on a une bonne base de comparaison. Oui. Nous pouvons rentrer à la base et installer nos roues carrées sur ce bolide. Comme on pouvait s'y attendre, les roues classiques offrent une conduite confortable, ce que confirment les capteurs. Alors, c'est bon? Absolument. On voit que quand vous atteignez la vitesse de 100 km/h, la colonne de direction et l'assise montrent des niveaux de vibration bas, comme on s'y attendait. Ce sont de bonnes mesures témoins? Oui, on s'attend à ce que le niveau augmente avec les roues carrées. Nous aussi. Ouais. C'est parti, allons-y. Maintenant que les mesures témoins ont été prises, il est temps de passer au changement de roue le plus étrange de l'histoire de l'automobile. C'est tellement bizarre. Et pourtant, c'est tellement naturel pour nous. Les hostilités vont commencer. Pas besoin de frein à main avec ces roues. Et pas besoin de tourner tes roues quand tu te gares en pente. Non, Non. C'est parti. je suis prêt. Ok, c'est parti. Le moment de vérité. Test roue carrée pour une conduite confortable sur roue plate. 3, 2, 1, partez. C'est parti pour une balade chaoteuse. Ah, ça va mieux. Alors que Jamie accélère, la conduite semble devenir un peu plus confortable. En tout cas, jusqu'à ce que le pick-up s'arrête complètement. On a un gros problème. On est de travers. On est de travers et pas bien à plat. Je sais. Oh, crotte, Jamie. Ça craint. Voilà le problème.
Qu'est-ce qui s'est passé? On a tout arraché, il n'y a plus que le moyeu. Tous les boulons? Tous. Bon, bah au moins, ça n'a pas abîmé la roue. Oui, c'est ça. Dans notre jargon, on appelle ça un voyage d'enfer. Partez! Nous avons démarré doucement et fait un quart de tour pour voir ce que ça donnait et s'assurer que les airbags ne se déclenchaient pas. Jamie a fait ça et quand ça a eu l'air d'aller, il a accéléré. Hey, ça va mieux là! Et pendant presque 5 secondes, on a eu l'impression d'avoir une conduite presque confortable. Et puis, tout s'est arrêté. Le truc, c'est que ce pick-up est l'un des plus puissants qu'on a pu trouver. Mais conduire avec 4 roues plates, c'était trop pour lui. Mais même pendant cette période de 15 secondes, les roues n'ont pas atteint une vitesse suffisante pour tourner de coin en coin. Mais les capteurs vont-ils confirmer que la conduite était sans heurts? Alors Scott, qu'est-ce que t'as pour nous? On voit clairement certaines tendances. Alors que la vitesse augmente, au niveau accélération verticale et suspension, les vibrations diminuent. Si on s'intéresse à la colonne de direction, on voit la même tendance. Alors que la vitesse augmente, les vibrations diminuent. Les données sont plutôt convaincantes. Elles semblent correspondre à ce que Jamie et moi avons ressenti dans le pick-up. Avant qu'il ne s'arrête, nous avons eu l'impression que la conduite devenait plus agréable. Il y a quelque chose à creuser. On va continuer les tests. Les Mythbusters ont 2 fois plus de travail avec le mythe des voitures imbriquées de Crazy Night. Mais après une opération automobile ingénieuse, Regarde maman, sans les mains. les voitures encastrées sont à Alameda, prêtes à subir des manœuvres pour le moins chaotiques. Nous testons un mythe qui apparaît dans le film Crazy Night. 2 voitures entrent en collision et se retrouvent imbriquées l'une dans l'autre. Et pendant une séquence de 3 minutes, elles continuent à rouler dans les rues, avançant et reculant. Nous allons commencer le test par une conduite en ligne droite. Normalement, ça devrait être le plus sûr et le plus facile pour les voitures. Absolument Grant. Il découpe la scène en plusieurs parties. Le test de la ligne droite, le virage à 90 degrés et le 180 degrés. Pour commencer, la ligne droite. Le taxi étant au point mort, la voiture de sport peut-elle le pousser en passant de 0 à 65 km/h? Le taxi se fait relooker façon Mythbuster Maintenant, c'est un taxi. et le test peut commencer. Ok, c'est moi qui joue le chauffeur de taxi. Vous êtes les amoureux. Nous roulerons à 65 km/h comme le mythe le suppose. Déjà, trop rapide pour la ville et on va avancer et reculer. Je peux conduire en premier? D'accord. C'est parti. Notre voiture de sport est rapide et puissante. Mais vous savez quoi? Elle est conçue pour une charge précise. Et en reliant notre taxi à cette voiture, Qu'est-ce que vous faites? Bougez de là. nous avons doublé cette charge et rendu les choses plus difficiles. La voiture va devoir utiliser toute sa puissance pour pousser le taxi. Cette voiture dopée est puissante. Mais pourrait-elle aussi pousser les presque 2 tonnes du taxi, tout cela à une vitesse de 65 km/h? Prête? Prête? C'est parti. Ok, je la mets au point mort. Je desserre le frein à main. On y va. 3, 2, 1, partez! Incroyable. Comme dans le film, la voiture de sport emmène le taxi en balade. Mais attendez, il y a un léger problème. La direction ne répond plus. 65 La km/h! direction ne répond plus. Freine, freine, freine! Plus de direction, freine! Je Freine! suis content qu'on ait des freins. On a vite dévié. C'est le moins qu'on puisse dire. Les 2 voitures ont manqué la barrière de peu. On a atteint la vitesse demandée et je crois qu'on peut appeler ça une ligne droite. Mais dis donc, c'était flippant! Le problème, c'est que les axes qui contrôlent la direction sur notre tandem de voitures se trouvent au milieu et que les roues arrière se trouvent à l'avant. Ce qui veut dire qu'on contrôle très peu la direction dans laquelle on va. Et puis, la voiture de sport pousse une charge 2 fois plus importante, les freins doivent travailler 2 fois plus dur et il faut 2 fois plus de distance pour s'arrêter. Qui sait ce qui va se passer quand on essaiera de faire ça en marche arrière? Exact, la marche arrière est l'étape suivante. C'est parti. La deuxième casquette du film consiste pour la voiture à traîner le taxi à une vitesse de 65 km/h. Ok, 65 km/h en marche arrière. 3, 2, 1, partez! 30 km/h. Regarde, on dévie déjà. Encore une fois, il s'avère presque impossible de diriger ce monstre de 4 tonnes.
65 km/h. On a atteint 65 km/h. Nos voitures siamoises ont réussi à passer le test de la marche arrière. Pour l'instant, ça paraît pas mal. 2 voitures imbriquées peuvent rouler en marche avant et en marche arrière à grande vitesse. On a assez peu de contrôle, mais c'est possible. La conduite en ligne droite est confirmée. Mais il y a encore d'autres épreuves à passer en duo. Commence à tourner. Et de rendez-vous amoureux à venir. Est-ce qu'on peut dire que c'était confortable? Ça commençait à devenir confortable et puis le pick-up s'est cassé. Et une des roues nous a lâchés. Oui, ça aurait pu mal finir. J'ai pensé à quelque chose. Si au lieu d'avoir 4 roues plates, nous passions 2 des roues à un angle de 45 degrés, cela augmenterait la périodicité des points de contact avec le sol et la conduite serait plus agréable et serait moins dure pour le pick-up. Oui, je comprends, mais ce qui m'inquiète, c'est que si on rend les choses moins symétriques, cela risque de créer une sorte d'oscillation et une certaine orientation qui va finir par faire se retourner le pick-up. Et ça craindrait. Tout à fait. Tu as raison. Ce qui me pousse à dire qu'il faut qu'on fasse des essais à échelle réduite. Essayer différentes orientations pour les roues et voir laquelle serait la plus sûre pour nous et la plus facile pour le pick-up. Je suis d'accord. Après un premier essai plutôt impressionnant, les 4 roues ayant la même orientation, il est temps d'expérimenter différentes configurations. Voici l'orientation qu'avaient nos roues pour le premier essai. Et le résultat était plutôt chaotique. Mais nous avons d'autres configurations possibles. Nous pouvons monter 2 des roues à 45 degrés par rapport aux 2 autres, doublant ainsi la fréquence à laquelle les roues touchent la route à chaque rotation. Nous pouvons aussi monter chaque roue à 22 degrés 5, quadruplant ainsi la fréquence des points de contact avec le sol. Laquelle de ces solutions apportera la conduite la plus agréable? Je n'en ai aucune idée. C'est pour ça que nous allons faire des essais à échelle réduite. Et pour cela, il leur faut un jeu de roues. Adam fabrique ses miniatures en bois. C'est un bon départ. Et maintenant, il faut régler le tapis roulant pour simuler la route. Voyons un peu ça. Petit rappel expliquant pourquoi l'utilisation de 4 roues synchronisées est si pénible. Mais le fait de mettre 2 roues à 45 degrés diminuera-t-il les secousses? Beaucoup mieux. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien. J'accélère. D'accord. Avec 2 roues opposées en diagonale montées à 45 degrés, on constate une nette amélioration. La configuration à 22 degrés 5 sera-t-elle plus convaincante encore? Voilà comment ça va marcher. Une des roues est toujours à plat et l'autre est toujours à 45 degrés. Et les 2 autres sont entre les 2. D'accord. Voilà l'oscillation que je craignais. C'est à éviter car c'est ce qui peut faire se renverser le pick-up à partir d'une certaine vitesse. Un zoom sur le test à 22 degrés 5 montre que le châssis rebondit de haut en bas, mais aussi sur les côtés, ce qui rend la configuration à 45 degrés plus stable. Nos essais à échelle réduite ont montré que la meilleure configuration consiste à avoir 2 roues opposées en diagonale reposant sur leur coin, tandis que les 2 autres roues restent à plat. On obtient un meilleur équilibre. Nous allons reproduire ça à grande échelle. La direction ne répond plus. Du côté de notre Crazy Night en amoureux, Non, non, non. les voitures siamoises ont passé haut la main les 2 essais. Mais les Mythbusters doivent maintenant prendre un virage. Ok, vous êtes prêts à faire ça dans une rue? On va avoir un accident. Pour l'instant, notre monstre à 2 voitures fonctionne bien. Mais on ne roulait qu'en ligne droite. Nous allons maintenant passer au virage. C'est pour cela que nous sommes ici, à une intersection sans passage clouté. Nous voulons voir comment s'en sortent nos voitures dans une vraie rue, dans un virage. Carrie et moi serons dans la voiture de sport. Et Tori sera dans le taxi. D'après ce que j'ai vu jusque-là, je suis pas sûr que ça marche. Mais bon, on a notre virage, et puis c'est le taxi qui sera en première ligne. Descendez de mon taxi! Dans le film, c'est la voiture de sport qui fournit la puissance. Et le tandem de voitures prend un virage à une certaine vitesse. Mais est-ce si facile de tourner à 90 degrés avec 2 voitures imbriquées l'une dans l'autre? Essai en ville dans 3, 2, 1. Partez!
Grant atteint les 65 km/h avec les voitures siamoises. Et à l'approche du virage, il braque à fond. Notre rayon de braquage est égal à 0. L'axe pivotant étant coincé au milieu des deux voitures, le mythe risque de s'écrouler. Ça n'a pas l'air de marcher. Après plusieurs essais, les Mythbusters et les voitures ne réussissent toujours pas à prendre le virage. Il y a tellement de choses à prendre en compte, et notamment l'adhérence. Dans le film, il avait plu. Et nous avons un camion de pompiers à disposition. Et si on prenait le virage en glissant? En reproduisant les conditions de route du film, notre équipe pense que l'eau réduira l'adhérence des pneus et laissera la voiture prendre le virage en glissant. Je crois que le fait d'ajouter de l'eau sur la route va nous rendre les choses encore plus difficiles. C'est comme conduire sur une route verglacée. Même si la direction fonctionne, on perd de l'adhérence et on va tout droit. L'eau ne va pas nous aider. Il y a maintenant de l'eau sur la route. Voyons si Tori a raison. Essai glissade. 3, 2, 1, c'est parti. La voiture monte de nouveau à 65 km/h, mais ne réussit pas à glisser sur l'eau. Il paraît donc évident que l'eau ne change rien. Que ce soit sur route sèche ou humide, nous n'arrivons pas à prendre le virage. Mais dans le film, la voiture de sport était flambant neuve et le taxi, pas vraiment. Nous allons donc reproduire ce qu'on pourrait trouver sur un taxi qui a roulé des milliers de kilomètres en ville, des pneus arrière lisses. Le scénario paraît plausible. Prêt à faire brûler de la gomme? Vas-y. Notre chauffeur de taxi est prêt à faire brûler ses pneus. Tori sacrifie un peu de caoutchouc. Dire qu'on est payé pour faire ça. Et assez rapidement, les pneus ont l'air d'en avoir vu de toutes les couleurs. Ça me paraît lisse. C'est super, on y retourne. T'as un bout de pneu dans les cheveux. Attention, on arrive pour prendre le virage. 3, 2, 1, partez. Une fois encore, Grant monte à 65 km/h. La voiture tourne. Et puis... rien. Ça change pas grand-chose. Comme dans le film, c'est la voiture de sport qui dirige le tandem. Et pourtant, ils sont loin de réussir à prendre ce virage. Il ne reste qu'une variable à essayer. Nous allons faire un dernier changement. Cette fois, c'est le taxi qui va pousser la voiture de sport. Parce que le taxi a 2 roues motrices avec des pneus lisses. Il devrait plus glisser et on l'espère faire pivoter la voiture de sport pour la faire tourner. C'est la dernière chance pour ce mythe. Si le taxi ne réussit pas à prendre le virage, alors cela voudra dire que le mythe est bidon. Tori met les gaz, braque à fond, mais les voitures ne tournent pas à gauche. Au lieu de cela, une cinquantaine de mètres plus loin, elles tournent à droite. Ok. Ok. Arrête, arrête, arrête. Par pur hasard, Tori a finalement réussi à faire prendre un virage aux voitures, même si ce n'était pas le bon. On a réussi à tourner. Peut-être pas du bon côté, mais on a quand même réussi. Pourquoi a-t-on tourné du mauvais côté? Voilà ma théorie. Le taxi est une voiture classique à propulsion. Quand Tori a braqué le volant, les roues avant ont perdu de l'adhérence et ça a rendu la voiture instable. À cause de la route humide et des pneus lisses, cette instabilité a fini par faire glisser les roues arrière. Visiblement, elles ont glissé vers la gauche, ce qui fait que la voiture a tourné à droite. Quant à la voiture de sport, elle a 4 roues motrices et un système anti-patinage. Elle est donc restée bien stable et n'a jamais réussi à prendre le virage. Quelle que soit la raison qui explique le mauvais virage, une chose est sûre. Ce virage ne mène nulle part. Ok, arrête, arrête! Conduite sur une ligne droite en marche avant, confirmé. Conduite sur une ligne droite en marche arrière, confirmé. Prendre un virage, bidon. On a bien pris un virage, mais ce n'était pas celui qu'on devait prendre, ce qui pourrait être très dangereux. La vraie question est, peut-on réussir à faire la manœuvre la plus spectaculaire, le 180 degrés? J'ai hâte d'essayer. Nous avons testé la vitesse à laquelle il faut conduire un véhicule à roues carrées pour que la conduite soit confortable. Nous en avons conclu qu'il ne suffisait pas de mettre des roues carrées sur votre voiture. C'est ce qu'on a fait sur notre pick-up et nous l'avons cassé.
Nous avons envisagé l'hypothèse selon laquelle il y a peut-être d'autres solutions que 4 roues plates pour voyager sans heurts. Nous avons essayé différentes configurations à échelle réduite et trouvé celle qui devrait fonctionner le mieux. Et nous revoilà sur la piste de test. On vit vraiment comme dans un dessin animé. Les moyens ont repris leur place après leur petite excursion. Et le pick-up repasse au carré. Et voilà. Cette fois, 2 roues opposées en diagonale sont posées à 45 degrés. Notre créature est prête à prendre vie. Mais cette configuration va-t-elle faire la différence? Une prédiction? Oui, j'ai un pressentiment. Je crois que ça va être super désagréable pour nous dans l'habitacle. Je ne vois pas comment, même à 80 km/h, ça peut être confortable. Vraiment, je vois pas. Les capteurs ont été installés et les Mythbusters ont enfilé leur équipement de sécurité. Ok, t'es prêt? Autant que possible. Réussiront-ils à rouler au carré? Des roues carrées pour une conduite confortable avec 2 roues à 45 degrés dans 3, 2, 1, partez! Ouais! Allez, vas-y! C'est pas mal! Plus vite! Plus vite! Pour commencer, les roues à 45 degrés apportent plus de confort. La vache! Oh mais... Et alors qu'Heinemann met pied au plancher, C'est pas mal! 30 km/h! On continue! Allez, plus vite! la conduite devient plus confortable. Enfin, jusqu'à ce que les roues n'en puissent plus. Quelle expérience! C'était pas mal quand t'étais à 30 km/h. Mais j'ai plus de frein. Je crois que le pick-up n'a pas apprécié. Je crois aussi. On a perdu les 4 pneus? Je crois que oui. Enfin, un des pneus est resté sur le pick-up, mais pas sur la roue. C'est pas mal! Comme nous l'avions espéré, plus on allait vite et moins on ressentait de grosses secousses. Oh merde! Mais ça a été remplacé par quelque chose de pire encore. Il y avait une vibration très forte et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était pas bon du tout pour le dessous du pick-up. Une fois qu'on a pris de la vitesse, une fois qu'on a atteint la vitesse maximale, et il se trouve que c'était 30 km/h, je dois reconnaître que j'étais impressionné par le confort de la conduite. Disons que c'était beaucoup plus confortable que ce que j'avais imaginé. Adam pense que l'essai était concluant, mais était suffisant pour parler de confort. Ouais! Alors, ça donne quoi? Votre vitesse apparaît en rouge. On voit que quand vous avez un peu ralenti, il y avait beaucoup de vibrations. Mais après, les vibrations dans la colonne de direction diminuent vraiment. C'est ce que nous avons ressenti dans l'habitacle. Oui. Génial! Le parcours était progressivement plus confortable, mais il était aussi plus destructeur. Les pneus et les plaquettes de frein ont purement été éjectés. C'est l'une des pires choses qui soit arrivée à cette voiture. Mais c'était marrant. Ouais, carrément. Ça me fait penser à quelque chose. T'as une idée? Ouais. Génial! De l'autre côté de la piste, Prêt pour la manœuvre la plus marrante? C'est clair. notre trio va mettre à l'épreuve le mythe de Crazy Night pour la dernière fois. Il nous reste un test à faire. Il s'agit du final de la séquence. Pour essayer de séparer les deux voitures, un des conducteurs braque dans un sens et l'autre conducteur braque dans l'autre sens. Mais au lieu de se déboîter, les voitures tournent sur elles-mêmes. Mais avant d'essayer de faire la même chose avec ce monstre, nous avons besoin d'un peu d'entraînement. Un peu d'entraînement avec le spécialiste de la conduite préventive, Marvin Ruff, le shérif d'Alameda. Salut! Salut. Vous êtes prêt à m'apprendre à conduire dangereusement mais en toute sécurité? Je suis prêt. Pour commencer, nos compères vont apprendre à faire un 180 degrés avec une voiture normale. Main sur le levier de vitesse, braque à fond. Ce n'est qu'une fois qu'ils maîtriseront ça En douceur. qu'ils pourront lâcher leur bête à deux têtes. Regarde loin devant toi. Allez, roule. En peu de temps, les cours sont finis. C'est parti pour le bouquet final. Quand on regarde le film, on a du mal à savoir lequel des deux conducteurs pousse l'autre voiture.
Après les tests de tout à l'heure, on est quasi sûr que c'est le taxi. En théorie, la poussée venant du taxi et de ses roues arrière motrices, cela devrait augmenter leur chance de réussir le 180 degrés. Envoyez l'eau. Poussez-vous, ou vous allez être mouillé. 7500 litres d'eau sont utilisés pour reproduire la route détrempée du film. Ma plus grosse inquiétude concernant ce test, c'est que les voitures se retournent. On s'est entraîné à faire cette manœuvre avec une seule voiture et déjà on avait l'impression que la voiture allait se retourner. Alors avec deux voitures imbriquées l'une dans l'autre, le poids est plus important et les voitures risquent de se renverser. Cela pourrait complètement gâcher le rendez-vous de Carrie et Grant. Il est tout à fait possible que les voitures se retournent pour ce test, et notamment parce que cette fois, les voitures atteindront la vitesse de 80 km/h. Ok, Crazy Night vrille à 180 degrés. 3, 2, 1, partez! Pour la dernière fois, Tori met le pied au plancher et donne de la vitesse à leur colosse automobile. 65 km/h, 80. À l'instant où ils entrent sur la partie mouillée, Tori et Carrie tournent leur volant dans des directions opposées et... J'adore! Ça me plaît! Ils réussissent à faire un 180 degrés. Pas aussi propre que dans le film, mais cela reste un 180 degrés. C'est plus sympa que d'aller prendre un café. Je crois que je suis à plat. C'est vrai, les deux pneus arrière ont explosé, mais ce sont les seuls à avoir souffert. Ça a marché! On a réussi à les faire tourner comme dans le film. C'était génial! On peut dire que le mythe est confirmé. On ne peut plus confirmer, et on ne peut plus enivrant. Nous avons fait quelques recherches et pour réussir à faire cette cascade, l'équipe des effets spéciaux du film a construit un énorme châssis pour les deux voitures. Les roues étaient toutes motrices et ils avaient ajouté des roulettes dessous pour stabiliser le tout. Les acteurs ne conduisaient pas. Le conducteur était caché dans le coffre. Et nous avons réussi la même cascade avec juste de bons vieux pneus lisses. On s'est bien marré. C'était pas un vrai rencard à la Miss Buster jusqu'à ce que les pneus explosent. Alors, c'était un bon rencard? Ouais. C'était un bon rencard. Sur le site de gestion des déchets d'Altamont, C'est le sport le plus bizarre au monde. Désolé. C'est comme du bowling. Tu dois viser un gars avec des chapeaux de sorcière. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. les Miss Buster font bouger de la terre pour la grande idée de Jamie. Ça a l'air génial d'ici, Jamie. Bien. Soyons réalistes. Il y a une excellente raison au fait qu'on n'utilise pas de roues carrées sur les voitures. Allez, plus vite! Mais ça m'a fait réfléchir. Il y a peut-être certaines circonstances où les roues carrées seraient la meilleure option. Imaginez que vous voulez monter une pente très raide recouverte de terre meuble. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Cette pente lisse devient quasiment verticale et recouverte d'une terre meuble. C'est le terrain d'essai parfait pour comparer l'efficacité des roues carrées par rapport aux roues rondes. 15 mètres de hauteur, avec des dénivelés différents, Ça va déménager. cette colline offre exactement les conditions tout-terrain nécessaires à ce dernier test. Voilà comment va se dérouler le test. Tout d'abord, nous allons prendre le pick-up avec ses roues rondes et nous allons grimper cette pente aussi loin que possible. Disons qu'on arrive à mi-chemin. Monsieur le monteur, vous pourriez tracer une ligne pointillée à la moitié? Merci. Ensuite, nous installerons les roues carrées et nous grimperons la même pente pour voir si on peut aller plus loin. Et si c'est le cas, on pourra dire que nous avons réinventé la roue. Je crois que tout est en place. On s'habille et on fait le test avec les roues rondes? Pas d'objection. D'accord. Si ça marche pas, on aura juste prouvé ce qu'on soupçonnait. Les roues carrées sont une absurdité. Le plan est simple. Prêt? C'est bon. La théorie de Jamie suppose que les roues carrées pourraient être plus pratiques sur terrain meuble. Quand on roule sur des surfaces meubles, le problème avec les roues rondes, c'est que tout le poids du véhicule se retrouve ici, au point de contact avec le sol. La pression y est très élevée, ce qui signifie que le véhicule s'enfoncera facilement et restera coincé. Plus il essaie d'avancer, plus il creuse le terrain, ce qui l'empêche de se dégager. C'est pour cela que, dans du sable,
de la neige ou de la boue, On est coincé. on se retrouve coincé. D'un autre côté, notre roue carrée a toute cette surface en contact avec le sol. La pression ne représente dans ce cas qu'une petite fraction de ce qu'il serait avec une roue ronde. Quand on essaye d'avancer, au lieu de creuser dans la terre, les roues rentrent dedans et jouent le rôle de levier, ce qui permet au véhicule d'avancer, du moins en théorie. Oui, en théorie. Passons maintenant à la pratique. Test de contrôle. Roue ronde sur pente raide. 3, 2, 1... On peut pas aller plus haut? Je crois bien. C'est sacrément haut. Ouais. À mi-hauteur, les roues rondes n'arrivent plus à avancer sur le terrain meuble. Le point de référence est fixé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Une gentille marche arrière? Si je peux... Les Mythbusters doivent retourner à la ligne de départ Quelle aventure! et changer les roues. C'est l'un de ces moments où on se dit « Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Et je trouve que ça nous arrive souvent. C'est maintenant ou jamais. Le repère à dépasser est à mi-hauteur. Ces roues carrées vont-elles réussir à faire d'une montagne une taupinière? T'as peur? Non. C'est qu'une petite colline. Et on a des roues carrées. Exactement. Test final, roue carrée, montée infernale. 3, 2, 1, partez! Ouais, ouais! Vas-y! Allez, continue! Encore! Encore! Non! Non. Comme les roues rondes, les roues carrées n'arrivent plus à avancer sur ce terrain meuble. On va essayer de monter vraiment lentement. On recommence avec les roues carrées. C'est parti! Comme pour le deuxième essai, Heinemann tente une approche plus lente et plus régulière. C'est prometteur. On avance! On avance! Tu sais quoi? Quoi? Je crois pas que ça marche. Moi non plus! On est arrivé au même point. On a touché le ruban. Je sais pas si on va pouvoir faire mieux. Je crois pas. Je crois qu'il faut regarder la réalité en face. Les roues carrées sont une absurdité. Il a fallu que les Mythbusters réinventent la roue pour découvrir que les roues carrées sont un peu... trop carrées. C'était spectaculaire. Nous avons commencé à grimper la colline. Et je le sentais bien. J'imaginais le volume de poussière qu'on soulevait. Et puis, on a touché le ruban. On l'a touché. Je me suis dit qu'on allait faire mieux. C'est ça, encore, encore. Et puis, on n'a plus bougé. Nous sommes arrivés exactement au même endroit qu'avec les roues rondes. Je ne vois pas de meilleur test pour démontrer qu'il n'y a pas d'avantage particulier à avoir des roues carrées. Et voilà. Au mieux, nos roues carrées ont fait aussi bien que les roues rondes sur ce parcours. Je dois dire que je suis déçu. Je pensais vraiment que ces roues avaient quelque chose. Il y a peut-être d'autres terrains sur lesquels elles seraient effectivement supérieures aux roues rondes. Mais ici, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'on décide pour ce mythe? Les roues carrées permettent-elles un voyage confortable? Aussi ridicule que ça puisse paraître, je crois qu'on peut dire que c'est plausible. Et pour monter une colline? Là, non. Les roues carrées n'ont pas montré qu'elles étaient plus intéressantes que les roues rondes à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait? Tu nous conduis à la base? On va marcher. Ce sera plus confortable. D'accord. Je crois que c'est la dernière fois qu'on voit ces roues carrées. Je te le fais pas dire.